Donc bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue à la 17e cérémonie de remise des prix Diderot qui récompense les projets et les acteurs engagés dans le partage des cultures scientifiques, techniques et industrielles. Je m'appelle Émilie, je suis créatrice sonore et j'évolue à l'heure actuelle dans le milieu des radios associatives et je serai ce soir pour vous donc un guide. Pendant l'heure qui va suivre, nous allons partir ensemble à la découverte des 3 projets retenus cette année par le jury des prix Diderot, créé par l'AMSTI et soutenu par le Musée des Arts et Métiers, par le Muséum national d'histoire naturelle et par Univers Sciences. Mais avant cela, je vous demande d'accueillir Hélène Schneider, qui est responsable de la relation publique, et Ulysse Baratin, qui est programmateur au Théâtre de la Reine Blanche, qui nous font le plaisir d'accueillir cette cérémonie ce soir. Bonsoir à tous et à toutes. Juste un mot pour vous dire qu'on est vraiment très très content de vous accueillir au Théâtre de la Reine Blanche, que ça a un vrai sens, bien sûr, puisque vous êtes scientifique, que nous on est une scène des arts et des sciences et que c'est très très bien que vous soyez là ce soir. Sachez que vous aurez à la sortie ce petit fascicule que vous pourrez prendre, dans lequel vous verrez, on a beaucoup de propositions scientifiques. On a en ce moment un Galilée, qui est formidable, qui est c'est dithyrambique, donc qu'on vous invite à venir voir. Et puis plein d'autres choses. Ulysse va vous présenter les autres choses parce que c'est lui le programmateur. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne vais pas vous prendre votre temps, hein, vraiment juste en 1 minute. En effet, vous dire juste que pour nous, c'est tout à fait naturel d'accueillir cette cérémonie ce soir, parce qu'en effet, depuis qu'on a été créé en fait en tant que théâtre il y a 3 ans, notre mission c'est bien la diffusion des savoirs scientifiques et le croisement des arts de la scène avec les sciences exactes et les sciences sociales. Donc c'est vrai que pour nous c'est tout à fait logique, tout simplement. Et c'est vrai que la programmation de la Reine Blanche, c'est à la fois des cycles de rencontres qui s'appellent les savants sur les planches, qui consistent en des collaborations entre des scientifiques et des artistes. Et une fois par mois, et on les fait travailler ensemble, très exactement, et ça fait un spectacle à la fin. Et le but, c'est de voir évidemment ce que les sciences peuvent faire aux arts de la scène, mais aussi inversement, il y a une sorte d'une logique un peu circulaire comme ça, voir ce que les arts de la scène peuvent faire aux sciences, est-ce que ça peut s'articuler, se confronter, s'entrechoquer. Enfin, c'est vraiment ça notre mission, tout simplement. Et donc on a, depuis qu'on existe, en effet, une tradition d'accueil de scientifiques dans ce qu'on appelle des bords de scène après des pièces, mais aussi des travaux comme ça avec des dramaturges, avec des metteurs en scène, avec des artistes. Et que vous dire d'autre, toute la saison en fait est structurée. Enfin, on pourrait en parler pendant des heures, alors, il faut que je m'arrête. Mais en substance, vous êtes évidemment les bienvenus à voir ces pièces-là, parce que elles intéressent à la fois des fanatiques de théâtre, on va dire, et aussi des scientifiques. C'est un peu ça notre but, c'est d'arriver à amener des scientifiques au théâtre et inversement à amener des gens qui sont plutôt de culture littéraire, entre guillemets, aux sciences. Et je crois que je vais m'arrêter là. Je voulais juste ajouter qu'on va avoir un spectacle autour de Marie Curie, le paradoxe des jumeaux, au mois de janvier, qu'on avait déjà, c'est une reprise. Un autre spectacle un peu plus tard qui s'appelle L'équation. Enfin, vous voyez, on est en plein dans les sciences. Donc, au plaisir de vous y retrouver. À bientôt. Je vous demande maintenant de bien vouloir accueillir Monsieur Guillaume Desbrosses, le président de l'AMSTI. Merci beaucoup. Oula, là, je vais peut-être mettre plutôt ici. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, merci d'être venus aussi nombreux. Je suis ravi de participer à cette ouverture de la cérémonie des prix Diderot. Je voulais d'abord remercier nos partenaires qui accompagnent les prix Diderot depuis 17 ans. Le Muséum national d'histoire naturelle et son président Bruno David, merci à eux. Univers Sciences, qui sont par là, et son président Bruno Macquart. Le Musée des Arts et Métiers et son directeur Yves Ouinquin. Les prix Diderot sont un temps extrêmement important pour notre association. C'est l'occasion tout d'abord de nous rencontrer avec plaisir, ce qui est une étape importante. L'AMSTI est un hub efficace pour croiser, échanger, partager, créer, porter, mutualiser
Les prix Diderot sont aussi l'occasion d'honorer l'engagement, de mettre en lumière la créativité et le mariage territorial, car nous, acteurs, sommes dans les territoires, au contact de nos concitoyens. C'est un fait important pour nous d'être au contact des publics, et si vous êtes là ce soir, c'est que vous portez des projets d'action de culture scientifique sur vos territoires. Nous imaginons des formes de médiation que nous espérons efficaces et innovantes. Les prix Diderot sont aussi l'occasion de porter collectivement l'importance du partage des cultures scientifiques, techniques et industrielles. Dans une société complexe, un monde troublé, je n'ai aucunement besoin d'argumenter auprès de vous toute l'importance de nos actions et de nos projets. Ce soir, nous honorons des femmes et des hommes engagés qui s'inscrivent dans ce partage. Ces acteurs développent avec force leur volonté d'essaimer, de diffuser, de créer du lien en se positionnant au service du collectif, des concitoyens et non au service d'eux-mêmes. Enfin, pour terminer, permettez-moi de remercier très chaleureusement Elisabeth Bouchot qui nous accueille dans ce magnifique théâtre. Depuis que l'AMSTI a fait le choix important d'organiser la cérémonie des prix Diderot à Paris, elle nous fait confiance et nous la remercions chaleureusement pour ça. D'ailleurs, permettez-moi une légère digression, je pose ça en même temps, autour de l'une des créations à l'affiche, ils nous en ont parlé tout à l'heure, sur la vie de Galilée. Dans ces temps de tension, où croire pour certains a autant de valeur que savoir, il est important de se plonger dans ce qui a été la détermination de cet homme pour passer du pourquoi au comment. Et oui, elle tourne. Ce sujet de l'esprit critique, du discernement entre le croire et le savoir, l'AMSTI s'en est saisi depuis 2015, avec l'aboutissement aujourd'hui d'un projet collectif intitulé Atelier médiation et critique. Et l'on peut se féliciter que la fête de la science, qui vient de se terminer, ait mis en avant avec force ce sujet majeur. Je remercie Étienne Klein, qui a présidé durant 6 ans les prix et accompagné l'évolution de ces derniers. Je remercie chaleureusement, je ne le vois pas, mais si, juste ici, Mathieu Vidard, d'avoir accepté la présidence de ce jury des prix Diderot et de nous apporter son enthousiasme et son professionnalisme. Je remercie également l'ensemble des membres du jury pour leur engagement fidèle. Merci à tous les adhérents de notre réseau, toujours plus nombreux, qui montrent bien que cet espace correspond et répond à un véritable besoin. Merci au ministère de la Culture, au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, de nous accompagner et de nous soutenir pour ce travail de réseau. Et enfin, pour finir, je souhaiterais avoir une pensée très affectueuse pour ces acteurs et actrices qui ne seront pas primés ce soir, pour ces médiateurs et médiatrices qui s'engagent, imaginent, réalisent. Un prix est une reconnaissance importante, certes, mais l'impact sociétal de vos actions, les réactions positives des publics, restent et resteront toujours une déferlante d'ondes positives. Je vous souhaite à toutes une excellente cérémonie. Avant de remettre le premier prix, je vous propose donc d'accueillir Mathieu Vidard, qui est le président de la cérémonie des prix Diderot 2018. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être là ce soir, ici en particulier, effectivement, au Théâtre de la Reine Blanche. Et j'envoie une pensée affectueuse à Elisabeth Bouchot, qui est en Italie, je crois, en ce moment, qui ne pouvait pas être avec nous ce soir. Voilà, un lieu d'art où peuvent justement se rencontrer les sciences et toutes les formes de disciplines artistiques et toutes les formes d'expression. Donc ça, c'est vraiment un endroit tout à fait particulier pour être ensemble aussi ce soir. Donc merci à elle, merci à ces équipes qui nous accueillent. Et puis, c'est vrai que j'ai été très touché de pouvoir justement prendre le relais après Étienne Klein pour être le président de ces prix Diderot. Donc, merci aux membres du conseil d'administration de l'AMSTI et donc son président, Guillaume Desbrosses, de me l'avoir proposé. C'était un moment extrêmement agréable, dès le départ d'ailleurs, quand on reçoit tous ces dossiers, qu'il faut faire un choix évidemment, de rencontrer le jury avec lequel on va ensuite discuter. Mais c'est extrêmement intéressant et touchant, moi je trouve, de voir tout ce qui se fait absolument partout en France, toutes les initiatives, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, des plus modestes aux plus ambitieuses. Je crois qu'on a vraiment une vision d'ensemble, une perspective extrêmement intéressante. Et je dois dire que ça fait assez chaud au cœur de voir que dans toutes les régions de France, on se bat et on s'intéresse à la science, on est curieux, on a envie justement d'apprendre, on a envie de s'élever avec la connaissance, on a envie de diffuser les travaux des chercheurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument encourager. Et ces prix ont cette importance-là. Et c'est pour ça que c'était aussi intéressant aussi de pouvoir rencontrer le jury, de discuter avec eux
et de choisir les 3 lauréats de cette année. Voilà, ces prix, d'ailleurs, vous allez voir, qui offrent vraiment la diversité aussi des formes d'expression scientifique. Et je pense que vous y serez sensible également. Et donc, c'est ce travail aussi qu'on souhaitait mettre en avant, ce travail de fourmi qui est organisé d'ailleurs sur tout le territoire avec l'AMSTI. Et puis nous, notre rôle dans les médias par exemple, à la radio, à la télévision, en passant par le web, les musées évidemment, les muséums, les centres de sciences, on a tous ce rôle à jouer sur la diffusion précisément des connaissances. Et comme le disait Guillaume, en particulier en ce moment, en ces temps troublés où très rapidement on peut remettre en cause des choses durement, chèrement acquises. Donc c'est l'occasion bien sûr de toujours pouvoir le rappeler. Pour revenir à ce qui nous réunit ce soir, donc, je remercie donc les membres du jury pour l'investissement et l'enthousiasme qui s'est manifesté pendant les délibérations. C'était très sympathique. On a beaucoup aimé ce moment. Et d'ailleurs, je dois vous dire qu'on a été tous à peu près assez vite d'accord quand même sur les lauréats. Et merci à tous ceux qui ont candidaté et qui nous ont permis donc de découvrir, je le disais, la diversité de leurs actions. Et finalement, on comprend très bien pourquoi aussi ces prix Diderot sont nés avec ce réseau de l'AMSTI. Merci chaleureusement à son équipe donc de mettre à l'honneur et de valoriser en permanence ces actions. Et merci donc à vous tous d'être venus en ce lundi soir pour découvrir ce palmarès. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se rejoint de toute façon tout à l'heure. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous. Alors pour remettre le premier prix Diderot, j'appelle Pascale Heurtel, directrice du service commun de la documentation au Conservatoire national des arts et métiers. Bonjour à tous, ça marche? Oui. Alors pourquoi les arts et métiers, le musée des arts et métiers souhaite s'engager auprès de l'AMSTI pour les prix Diderot? Écoutez, je crois que ça fait une collaboration qui date depuis le début, depuis 17 ans. Et dès le départ, il a semblé extrêmement important au musée des arts et métiers, mais je dirais au-delà du musée des arts et métiers, au Conservatoire national des arts et métiers, puisque en fait, la diffusion de la culture scientifique, technique, industrielle fait partie des missions du Conservatoire des arts et métiers depuis sa création en 1794. Donc c'est une histoire qui dure depuis longtemps. Il est vrai que comment dire, le patrimoine que vous connaissez tous, qui est abrité par le musée depuis cette date, depuis 1794, est un élément qui participe à faire connaître la diversité, l'importance, l'intérêt de la technique ancienne, mais aussi ses liens avec la technique actuelle, les développements que tout ça peut engendrer à travers les processus d'innovation. Donc ce sont des choses qui sont extrêmement actuelles. Et le fait que le conservatoire, à travers son musée, soit associé depuis tout ce temps, depuis 17 ans, à ces prix Diderot, permettent, je pense, de mettre en perspective à la fois le patrimoine, qui est un peu l'ADN du musée, et puis aussi l'avenir, puisque y a une culture scientifique qui est actuelle, qui est vivante, et qui est portée à la fois dans ses dimensions dans le temps et dans ses dimensions dans le présent, et je pense aussi dans ses dimensions dans le futur, à travers toutes les actions qui sont menées. Donc à la fois la participation à ce prix donne l'occasion de mieux connaître, de finalement se pencher, avoir une vision un peu réflexive sur tout votre travail, tout ce travail. Et c'est toujours, je trouve, extrêmement stimulant, intéressant et nécessaire même pour une institution comme le Musée des Arts et Métiers et comme le CNAM d'avoir cette démarche et ces rencontres auprès de tous les acteurs, puisque le conservatoire en plus a une implantation nationale et du coup forcément le côté transversal, national des prix qui sont enfin des candidats pardon, qui sont éventuellement nominés dans ces prix Diderot résonne particulièrement. Merci beaucoup. Alors, c'est vous qui annoncez le premier lauréat de ces prix Diderot. Alors, moi, je suis chargée d'annoncer non pas la personnalité, mais l'action culturelle. Et donc, j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est l'exposition Croque Nature
créé par l'association Cité Nature, qui est primée pour ce prix Diderot 2017. Croc Expo. Est-ce que l'équipe de la Cité Nature peut nous rejoindre sur scène? C'est le deuxième prix. Il faut regarder, c'est écrit dessus, mais j'ai vu qu'il y avait, c'était pas dans l'ordre. C'est celui-là, voilà, c'est bien celui-là. Merci beaucoup Pascal. Alors donc on va se suivre un entretien finalement pour un peu découvrir votre projet. Tenez. Merci beaucoup. Alors on est venu en force effectivement puisque c'est un projet, on va le dire après, mais extrêmement participatif et un travail d'équipe. Vincent, tu vas rester avec nous, je pense. Merci. Et oui. Je vous propose de vous asseoir. Alors donc Cité Nature est installée dans une ancienne usine de lampes de mineurs. Tout à fait, oui. À Arras. À Arras. C'est un centre de culture scientifique consacré aux questions d'alimentation et de santé. Donc ce soir, donc sur le plateau, vous étiez effectivement 5, dont 3 pour présenter le projet. Donc Evelyne Beaumont, vous êtes présidente de Cité Nature et adjointe au maire en charge de l'éducation et de la réussite éducative à la ville d'Arras. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Vincent Lelièvre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes infographiste et scénographe. Tout à fait. On parlera un peu de l'action que vous avez portée dans le cadre de ce projet. D'accord. Et enfin, Sylvie Laqueste, vous êtes directrice de Cité Nature. Oui, tout à fait. Alors, on va d'abord visualiser une vidéo qui nous permettra un peu de présenter l'exposition. Voilà, c'est un petit diaporama qui présente l'expo rapidement. Donc on l'a vu, vous œuvrez donc à Cité Nature pour mieux comprendre l'alimentation, passant par l'agriculture, la nourriture, mais aussi la santé. Quels ont été les facteurs finalement déclencheurs et le contexte de santé publique dans les Hauts-de-France qui sont à l'origine de ce projet? Alors, à l'origine de ce projet, déjà une volonté de créer une exposition dédiée aux enfants. Le thème n'était pas identifié tout de suite, mais avec notre équipe de médiation, donc qui travaille sur l'alimentation depuis très longtemps, c'est vraiment le point d'honneur de Cité Nature. On a fait le constat d'un taux d'obésité infantile extrêmement important dans notre région des Hauts-de-France. Malheureusement, nous détenons le record avec 17% d'obésité infantile contre 12% au niveau national. Un constat qui s'explique par différents facteurs, mais notamment par le fait que les fruits et légumes manquent dans nos assiettes, dans notre région. Ce qui est complètement paradoxal avec le fait que la région Hauts-de-France est la première à produire des légumes. Donc un vrai paradoxe. Et là, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, une question de santé publique aussi à aller creuser. Notre présidente, qui est donc élue à l'éducation aussi, travaille avec les écoles. Donc on s'est dit que ça peut être intéressant pour les écoles et pour les familles, pour les enfants, de pouvoir travailler sur ce thème. Voilà. Très bien. Cette exposition, elle est entièrement réalisée en interne. Comment est-ce qu'on coordonne une équipe qui intègre différents corps de métier pour faire en sorte que tout le monde participe finalement?
Alors c'est un peu la particularité de Cité Nature, effectivement, et c'est aussi pour ça que je ne suis pas venue seule, ni avec seulement la présidente ou le directeur technique. On a choisi d'emmener 2 de nos collaborateurs, notamment Clotilde, qui est responsable de la médiation, et Vincent sur la scénographie. On est une équipe de 18 et on construit, on réalise l'intégralité des expositions nous-mêmes. Donc ça va de la conception du plan, du contenu scientifique, de la programmation informatique, de la peinture, de la construction, de la menuiserie, l'électricité, etc. Alors comment on a procédé? De la façon la plus simple, en fait. On s'est réunis autour d'une table, on a lancé l'idée de créer une expo sur le thème des fruits et légumes, on a expliqué pourquoi, et puis chacun a pu venir donner ses idées, que ce soit le jardinier, l'agent d'accueil, l'agent de surveillance, l'assistante de direction. Tout le monde est venu apporter ses idées. On a fini par mettre une boîte à idées au sein de Cité Nature. Chacun a pu y déposer ses petites fiches. Et puis, nous, avec notre expertise technique, on a mouliné, mixé, décortiqué toutes ces propositions et on a tout recompilé pour arriver à ce que vous avez vu. D'accord. Cité Nature, c'est aussi donc s'engage pour la nourriture, la santé, mais il y a aussi une très grosse part de votre exposition s'inscrit dans les problématiques actuelles de développement durable. Comment est-ce qu'elle s'inscrit dans ces problématiques-là? Alors effectivement, le développement durable, c'est indéniablement un de nos, comment je vais dire, cheval de bataille, nous dit la présidente. Voilà. Donc effectivement, c'est très très important pour nous. Le thème s'y prête très facilement. Croc Expo, vous l'avez vu par les images, on reprend la filière des fruits et légumes, donc depuis la culture, comment ça pousse une carotte. Voilà, y a des enfants qui ne le savent pas, il faut leur expliquer, jusqu'au niveau de la santé, qu'est-ce que ça nous apporte au niveau santé de manger une carotte. Je résume rapidement. Et au cours de ces différentes étapes, on a réussi à glisser nos messages développement durable. Quand on rentre dans le potager, vous avez pu voir en image, on va évoquer la récupération de l'eau pour arroser le potager. On n'arrose pas avec de l'eau potable, ça ne sert à rien. On a évoqué le compost, on évoque l'agriculture bio et raisonnée avec ses difficultés, etc. On évoque aussi la saisonnalité, la consommation des fruits et légumes de saison, produits localement, les circuits courts, et ainsi de suite. Au fur et à mesure, quand on arrive dans l'espace de transformation, on a, vous l'avez peut-être vu sur les images, une espèce de cuisine, eh bien on donne des astuces pour aussi protéger notre environnement, pour faire du développement durable, des astuces anti-gaspi. Quand on met le couvercle sur notre casserole, l'eau bout, voilà, ça va bouillir plus vite, laisser le couvercle sur la casserole. Voilà, toutes des petites astuces. C'est pas forcément indiqué qu'on fait du développement durable dans l'expo, hein, c'est pas visible tout de suite, mais il y a plein de petites infos qui sont diffusées au travers de l'expo, et ce qui a valu d'ailleurs d'avoir un financement par l'ADEME qui supporte et qui soutient cette exposition. Très bien, merci beaucoup. En parallèle de Croc Expo, les visiteurs de Cité Nature ont pu découvrir une autre exposition d'art contemporain, Croc Art. Quelle est l'importance, selon vous, de mêler les disciplines scientifiques et les disciplines artistiques? Alors, je vais laisser la parole à Vincent pour répondre à cette question pour 2 raisons. La première, c'est que c'est Vincent et Didier Simon, qui est ici présent, qui ont essentiellement réalisé et mis en place l'exposition Croc Art, pris les contacts avec les artistes, etc. Vincent étant lui-même artiste à la fibre artistique, donc il va pouvoir vous expliquer ça mieux que moi. Alors, nous accueillons des expositions artistiques depuis quelques années, à peu près environ 5 ans, je pense, donc sur des thèmes variés comme les animaux, la nature, et là, dernièrement, Croc Art autour des fruits et légumes. Cela nous permet de nous diversifier par rapport au public également, qui ne sont peut-être pas forcément sensibles dans un premier abord à des expositions scientifiques, donc de drainer d'autres personnes. Et puis, donc de donner de la visibilité aussi à Cité Nature via les artistes. Sur la dernière exposition, nous avons par exemple accueilli Marie Rancillac, qui est une artiste parisienne, qui nous a présenté son potager à sa manière, en fait, à partir de sculptures en grès chamoté. Donc nous avions dans cette exposition un potager géant pour la partie scientifique, et nous avions son équivalent avec Marie Rancillac. On a reçu également Jean-Yves Pennec, qui est un artiste breton qui travaille à partir des cageots de fruits et légumes. Et donc cela permet aussi à l'équipe de médiation de faire des visites guidées et des animations
en faisant le lien entre l'art et la science. Je me permets juste d'ajouter un petit mot, c'est que sur ces projets, ça nous permet également d'associer les écoles du territoire, puisque nos expositions d'art sont divisées généralement en deux parties. Donc vous l'avez vu, on a des mezzanines de 800 mètres carrés et on avait là 400 mètres carrés à peu près réservés aux artistes confirmés et l'autre moitié réservée aux écoles. Donc on a fait un projet avec un conseiller pédagogique en arts plastiques, un projet soutenu évidemment par l'Éducation nationale et par notre présidente. Et une douzaine d'écoles ont pu travailler sur le thème en s'inspirant des œuvres des artistes qui exposaient, mais aussi en s'inspirant du contenu scientifique, donc vraiment quelque chose de très transversal et qui permet de faire travailler les enfants. Et on a eu des surprises vraiment très très étonnantes sur la créativité des enfants. L'exposition se terminait le 7 octobre dernier. La dernière question, peut-être, c'est quel est l'enseignement que vous en tirez de cette année et demie d'exposition? Alors, elle était censée se terminer le 7 octobre. Croc Expo a reçu du 17 mars 2017 au 30 septembre 2018 plus de 83 000 visiteurs. Et des visiteurs toujours autant satisfaits et emballés. Et de ce fait, on a prolongé un petit peu l'exposition. On a prolongé l'aventure jusqu'au 6 janvier. Les enseignements qu'on peut en tirer, plusieurs choses. D'une part, des enseignements, nous, en interne, en termes de création d'exposition et de travail d'équipe. Un travail avec l'ensemble de l'équipe, donc extrêmement enrichissant, qui permet de découvrir les sensibilités de chacun des membres de l'équipe qu'on ne connaît pas forcément à la base. C'est la première fois qu'on travaillait de cette façon. Ça nous a permis également d'aller chercher différents partenaires et de se faire accompagner par des professionnels de la question. Dans la salle, nous avons d'ailleurs la Fondation Bonduel qui est représentée et Unilet, qui est l'interprofession des fruits et légumes transformés, je crois. Donc je les remercie d'être venus. On a été accompagnés d'une vingtaine d'institutions, d'entreprises, donc du privé, du public. Donc une nouvelle expérience également là-dessus. Et ça, c'est très, très enrichissant et ça va nous permettre de rebondir sur d'autres expositions. Ce qu'on peut en tirer également, c'est que les enfants, il ne faut pas les oublier dans la culture scientifique. Il y a vraiment un public à aller chercher par l'intermédiaire aussi des parents, par les enfants, par l'école, par les centres de loisirs. C'est vraiment un public très demandeur. Voilà. J'avais d'autres choses à dire, mais ça m'échappe. Merci beaucoup et félicitations. Merci. J'ai retrouvé excusez-moi. Je voulais simplement faire une petite parenthèse, mais je crois qu'on l'avait évoqué sur le volet du numérique. Il y a quelques années, on mettait énormément de tablettes dans les expositions, des jeux sur tablettes. On a la chance d'avoir quelqu'un dans notre service qui sait programmer les tablettes, donc qui crée des jeux. Et puis on a très vite constaté que les enfants qui avaient aujourd'hui tous, alors je mets le tous entre guillemets, parce qu'il y a quand même des publics défavorisés qui n'ont pas accès à la tablette, mais beaucoup d'enfants ont une tablette. Donc là, le jeu n'était plus d'aller chercher les fruits et légumes, mais d'aller faire un selfie sur les tablettes. Donc on a découvert un retrait de l'intérêt sur le numérique, sauf sur les innovations et les choses vraiment high-tech, et un regain d'intérêt vers l'objet, vers les puzzles, vers les jeux d'emboîtement, vers les choses plus tactiles. Et là, on est en train d'installer, on est en pleine installation d'une nouvelle expo qui s'appelle Sens 5 et plus, avec un parcours de 80 mètres de long, avec des manips, et beaucoup de manips tactiles, beaucoup moins de numérique. Voilà. Merci pour ce beau projet et encore félicitations. Merci. Merci à vous. Oui, je vais rien rajouter à ce qu'a dit Sylvie, simplement que Arras est à 50 minutes en train de Paris, donc on est vraiment très près de vous. Et n'hésitez pas à venir voir ces expos, elles sont vraiment très très belles, dans un lieu magnifique. Merci beaucoup. Merci. J'appelle maintenant Agnès Parent, directrice des publics au Muséum national d'histoire naturelle, pour remettre le 2e prix Diderot. Bonsoir à tous. Ah oui, il faut se mettre là pour ne pas avoir la lumière en plein dans les yeux.
Et bien évidemment, le muséum est ravi de continuer à soutenir ce prix Diderot. Le muséum qui a une très très longue histoire, hein, comme vous le savez, je ne vais pas tout vous raconter en 2 minutes, évidemment, mais pour lequel, comme un écosystème, le partage des savoirs, c'est tout le temps un système en équilibre, mais un équilibre en perpétuel renouvellement. Et pour nous, c'est pour cela qu'il est très très important de soutenir à la fois l'innovation et à la fois les acteurs engagés. Alors, le prix Diderot donc récompense des projets innovants des acteurs, il les met en lumière et justement crée de la connexion entre ces acteurs et l'ensemble de la communauté. Et ça, c'est important. Et ça m'amène à me poser la question, est-ce que notre métier ne se résumerait pas à créer du lien pour favoriser ainsi le partage, classiquement du lien émotionnel, intellectuel, entre un public, des contenus, des collections, des savoirs, des acteurs de la recherche. Depuis quelques années quand même, également du lien entre des passionnés, des curieux, des qui passent par là. Plus généralement, évidemment, du lien entre science et société, comme on dit aujourd'hui, du lien entre art-science, hein, nous sommes ici dans ce lieu. Mais pour bâtir tout cela, il est fondamental, selon moi, de créer aussi des liens entre les acteurs de cette communauté de la culture scientifique et technique, de continuellement à créer ces liens. L'AMSTI en est un très très bel exemple, pour également partager, être plus fort, évoluer, faire évoluer nos pratiques et monter de très beaux projets à plusieurs. Alors pourquoi cette petite introduction? C'est parce que je trouve que le projet que nous allons primer réunit tout cela à la fois et c'est une très belle performance. Donc, le moment que vous attendez tous. Donc j'ai le plaisir de remettre le 2e prix à Écosciences. Félicitations. Oui, c'est Croc Expo, mais derrière, il y a Écosciences. Alors, donc, la CASMAT est le premier centre de culture scientifique, technique et industrielle en France. Il est fondé en 1979 à Grenoble, à l'initiative de représentants des universités, des centres de recherche locaux et des collectivités territoriales. Aujourd'hui, 2 personnes représentent l'équipe de la CASMAT sur le plateau. Marion Sabourdi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée des nouveaux médias et responsable éditorial d'Écosciences. Et Pascal Moutet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de projet web et responsable du Media Lab. Alors, finalement, Écosciences est créé en 2011. Il est conçu par le CCSTI, la CASMAT, ainsi que par vos partenaires. Dans quel contexte ce projet a-t-il pris forme ? Alors c'est vrai que donc on est la CASMAT ici, c'est un projet vraiment collectif qui est apparu, qui a été conçu à Grenoble et pas de manière totalement fortuite parce que ça vient d'un centre de sciences. Les centres de sciences, leur mission c'est de créer du lien, des partenariats, donner des outils aux acteurs locaux. Et il se trouve qu'à Grenoble, effectivement, on a le premier centre de sciences et qu'en 2011, on avait déjà, mes collègues, mes prédécesseurs avaient déjà 30 ans de travail sur la métropole, avait aussi 20 ans de travail sur le département avec la fête de la science. Donc un gros carnet d'adresses, une grosse base de données aussi, faite un peu à la main. J'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent un peu ce travail à la main. Et donc on avait besoin de rendre ça visible et puis aussi de le partager, que ce ne soit pas uniquement pour nous, que ce soit pour les autres partenaires. Donc l'idée est vite arrivée de créer à partir de ces personnes, de cette base de données et avec les partenaires de créer un site. Et chance, en 2011, on a pu bénéficier des investissements d'avenir et à nouveau donc la métropole aussi qui nous a renouvelé sa confiance. Et on a pu aller plus loin que uniquement un site ou une cartographie, comme ce qu'on peut faire assez basiquement. On est allé plus loin en créant un réseau social. Vous parlez d'un espace collaboratif, donc qui peut contribuer et à destination de quel public ? Alors en fait, tout le monde peut contribuer. C'est un réseau libre, gratuit, donc n'importe qui peut se créer un compte. En général, c'est plutôt des acteurs, des amateurs engagés, on va dire, de la culture scientifique ou des acteurs professionnels, souvent, qui publient.
Mais on a vraiment tout type d'acteurs, ça va des musées, muséums, autres CCSTI aussi, mais des associations comme la LPO par exemple, ça peut être des lycéens, on a énormément de chercheurs aussi, des doctorants, enfin voilà, si finalement on peut balayer un peu tout le spectre de la culture scientifique, on a des représentants un peu de tous ces domaines-là. Et côté public, bon, on a des statistiques et tout, mais c'est pas forcément l'idée d'en parler ce soir précisément. Mais côté public, on a beaucoup de curieux, beaucoup de gens qui veulent savoir un petit peu ce qui se passe près de chez eux. Pour vous donner un exemple, sur Écosciences Grenoble, donc qui est le premier créé, on a à peu près 2000 membres et 500 contributeurs qui ont vraiment contribué au moins une fois. Et là, au total, si on compte les visiteurs cette fois-ci, et si on prend l'ensemble des 12 écosciences qui existent, on est à une moyenne de 30 000 visiteurs par mois. Voilà, pour donner au moins un chiffre. Comment est-ce que vous avez travaillé à la naissance du projet avec les autres acteurs de la CCSTI sur le territoire grenoblois, qui est quand même un territoire extrêmement riche au niveau associatif, mais pas que. Associatif, de recherche, oui, avec vraiment... Bon, c'est vrai qu'on a cette chance à Grenoble d'avoir une réelle histoire autour des sciences et technologies qui remonte à très loin, donc avec beaucoup d'acteurs. Ceci étant dit, les autres territoires qui ont ensuite pris un Écosciences ont aussi tiré parti de la richesse de leur propre territoire. Mais nous, en fait, alors il n'y a pas d'effet conte de fées, hein, clairement. Les gens ne sont pas apparus spontanément et ne se sont pas inscrits sur le site tout seuls. Il a fallu aller les rencontrer. Donc d'abord, aller voir les partenaires qui ont travaillé avec nous à la conception de la plateforme, les former, les aider à s'inscrire, à publier. Et puis ensuite, on a travaillé comme ça par cercle concentrique un petit peu. Donc une fois qu'on a vu nos partenaires historiques, les plus connus, les plus accessibles finalement, donc les laboratoires, les associations avec qui on travaillait déjà, ensuite on est allé un petit peu plus loin et on est allé voir des associations ou des acteurs qui n'étaient peut-être pas équipés en site web ou ne savaient pas comment faire. On leur a proposé des espaces sur ce site. On les a formés aussi, donc à savoir utiliser les réseaux sociaux, à l'identité numérique, à beaucoup d'aspects comme ça du web, on va dire. Et puis on a élargi encore plus le cercle aussi à des communautés qu'on n'estime peut-être pas être dans la culture scientifique au départ, si on réfléchit comme ça un peu rapidement. Donc peut-être que vous connaissez les acteurs de la French Tech ou des personnes qui peuvent travailler comme ici finalement dans des lieux art sciences ou des acteurs qui paraissent de prime abord un peu plus éloignés mais qu'on est allé chercher. À Grenoble par exemple, on est allé dans la montagne, on est allé voir des gens qui conçoivent des chaussures de ski en carbone par exemple. Eux ils ont des choses à dire sur les sciences et la technique. Voilà un premier exemple plus concret. Et puis du côté de nos collègues des autres territoires, il y a le territoire Hauts-de-France d'ailleurs qui est présent ce soir. Eux, ils ont fait aussi des événements pendant la fête de la science pour présenter la plateforme et la montrer à du public encore plus large. Et des formations, des outils de communication. Donc voilà, c'est vraiment un travail de longue haleine, toute l'année de présentation de la plateforme. Valoriser et convaincre finalement. Exactement. Puis sur les réseaux sociaux, bien sûr, ça paraît évident, mais un gros travail aussi de ce côté-là. Pascal Moutet, vous êtes l'architecte du site internet Écosciences. Il y a 12 écosciences qui ont été développées à la suite d'Écosciences Grenoble en France. Comment, à partir de l'expérience grenobloise, la CASMAT a aidé à l'essaimage de cette initiative sur les 11 autres territoires? Oui, alors comme le rappelait Marion, cette version de la plateforme a été rendue possible par les investissements d'avenir et le consortium InMedia. Donc on avait des moyens pour réfléchir à se doter d'une plateforme du côté de Grenoble, donc une plateforme territoriale qui parlerait de sciences. Et puis rapidement on s'est dit, ce qu'on fait à Grenoble, est-ce que ça ne pourrait pas servir à d'autres personnes? Et vu qu'en plus ça avait été payé avec de l'argent public, est-ce qu'on ne pourrait pas en faire profiter d'autres? Donc on a travaillé pendant des mois sur cette notion de territoire. Qu'est-ce que c'est? C'est des kilomètres carrés finalement avec des personnes dessus qui sont impliquées, qui ont besoin d'un certain nombre de fonctionnalités. Et puis on s'est rendu compte que ça pouvait marcher sur d'autres territoires. Donc on a commencé à présenter nos travaux à d'autres centres de sciences, etc., pour voir si ça les intéressait. Et puis on s'est rendu compte qu'effectivement ça pouvait fonctionner ailleurs qu'à Grenoble, à des échelles différentes. Donc une métropole, une région, ce genre de choses. Et puis rapidement, il y a d'autres territoires qui nous ont rejoints, qui ont commencé à poser des écosciences. Et puis voilà, ça a fait boule de neige. Donc on est parti d'une approche très territoire. Et puis ça se dissémine petit à petit, peut-être pour arriver au national, avec une couverture totale du pays dans quelques temps, sait-on jamais.
Voilà, donc ça a été un travail de design, hein, avant tout, de réflexion, qu'on a eu avec notre partenaire qui s'appelle Slid, qui est un studio de développement donc basé à Grenoble, qui fait du design et du code informatique. Et ça a été intéressant de travailler avec ces personnes-là qui nous ont apporté justement un regard sur le design qui était intéressant et qui nous a permis, je pense, d'arriver à cette version qui, certes, est améliorable, mais reste intéressante. Vous défendez aussi, par le biais d'écosciences, une certaine image de la culture scientifique, technique et industrielle. Quelle est-elle ? Oui, alors on est parti effectivement sur cette idée de réseau social. Alors on n'a pas nécessairement réinventé la poudre, hein. On est allé voir ce que proposaient des réseaux sociaux généralistes comme Twitter, où les choses sont finalement très horizontales. Donc qu'on soit un petit acteur, qu'on soit un jeune passionné de science ou une institution plus établie, eh bien on accède exactement aux mêmes fonctionnalités et notre voix a la même importance que celle de quelqu'un d'autre. L'autre idée qu'on défend, c'est de dire que voilà, exprimez-vous, échangez, discutez. On vous met à disposition un espace et c'est donc au public de s'emparer de cet espace et de faire des choses avec. Donc raconter des histoires, documenter bien sûr et faire part de retours d'expérience par exemple. Écosciences n'est pas encore disponible sur tous les territoires. À terme, quel est le développement que vous souhaitez pour ce projet ? Alors effectivement, déjà dans les territoires où Écosciences est présent, on souhaite qu'il soit encore plus connu, hein. Il est connu, mais les choses sont encore à améliorer. Et puis pour les territoires qui ne sont pas couverts, bien sûr, on espère qu'ils vont rejoindre l'aventure prochainement, que ce soit en France ou dans les dom-toms, ou pourquoi pas dans d'autres pays. Et puis on travaille aussi à la structuration d'un réseau, parce que maintenant il y a beaucoup d'écosciences, hein, et ça a bien marché par rapport à ça. Et maintenant il faut qu'on travaille ensemble à la mise en place d'une gouvernance avec des règles de fonctionnement, etc., qui nous permettra de pérenniser, on l'espère, ce réseau social. Merci beaucoup. Marion, quand on a préparé cet entretien, vous me disiez que vous aviez des remerciements à formuler ce soir. Oui, alors je ne vais pas le faire trop longtemps, j'espère, comme dans les Oscars, mais quand même, comme c'est vraiment un projet, un réseau, et qu'il y a énormément de monde qui a travaillé sur ce projet, je voulais quand même les citer. Je vous remercie pour cette superbe introduction qui résume vraiment l'état d'esprit, donc c'est super. Donc je voulais remercier les membres du jury et leur président Mathieu Vidard, déjà de nous avoir donné à la fois ce prix, cette opportunité de venir vous parler aussi ce soir. Je remercie les collègues, les anciens collègues de la Casemate, parce que c'est grâce à leur travail pendant 40 ans bientôt, en 2019, 40 ans donc de travail sur le territoire, et c'est grâce à eux qu'on a pu démarrer ce projet peut-être plus vite que ce qu'on aurait fait s'il n'y avait pas eu ce travail. Les membres et les contributeurs d'Écosciences Grenoble, donc, qui ont contribué bénévolement depuis la conception en 2011, donc qui fournissent quand même un travail remarquable de documentation de leur travail et de publication d'événements, d'articles. Je vous invite à les lire. Je remercie donc l'agence Slid qui a donné vie à cette plateforme et qui a travaillé avec nous, pas comme des simples prestataires, comme on a souvent dans notre milieu, à qui on peut s'adresser une fois ou deux et puis avec qui on ne peut pas forcément aller plus loin. Ils ont été vraiment de véritables partenaires, ils ont réfléchi avec nous, ils ont découvert le monde de la culture scientifique. En fait, on a fait quasiment œuvre de médiation avec eux de notre milieu et eux autour de la technique pour nous, donc c'était vraiment assez fantastique. Je profite aussi, alors ils n'ont pas pu être là tous présents, mais bon, il y a 12 territoires maintenant, mais c'est de remercier les directeurs, les directrices et les animateurs et animatrices qui gèrent les écosciences de tous les territoires. Je vous le fais un peu rapidement, mais bon, ça me fait plaisir de les citer quand même. Donc il y a Sciences Animation en Occitanie, il y a l'Espace des Sciences en Bretagne, la Rotonde dans la Loire, Ombelli Sciences en Hauts-de-France, qui sont présents ici, Gulliver en région PACA, le Dôme en Normandie, la galerie Eureka et la Turbine qui ont travaillé ensemble, qui sont deux CCST qui ont travaillé ensemble pour la plateforme Savoie-Mont-Blanc, Cap Science en Nouvelle-Aquitaine avec tous les autres CCST de Nouvelle-Aquitaine, Centre Science en Centre Val-de-Loire, Astu Science en Auvergne et le Muséum de Nantes dans la métropole de Nantes. Un bel essaimage. Voilà, avec des beaux acteurs très sympathiques. Un petit remerciement spécial à Laurent Chiquano, qui était notre directeur jusqu'à l'année dernière et qui a été l'initiateur de ce projet. Donc on se devait de lui faire un petit clin d'œil et qui est maintenant directeur au Quai des Savoirs à Toulouse.
Bon, et bien sûr, le passage obligé, hein, les financeurs de la plateforme, nos coproducteurs, alors à nouveau l'Espace des Sciences et Sciences Animation, qui ont coproduit la nouvelle version, enfin la version actuelle de la plateforme, et les investissements d'avenir, le programme InMedia et notre métropole. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci beaucoup et félicitations. Merci. Deux structures ont été récompensées ce soir par des prix Diderot. Le troisième prix, c'est le prix Diderot Curien. Et je demande à Hélène Charbonnier, directrice des éditions et du transmédia à Universcience, de me rejoindre pour remettre le prix Diderot Curien. Bonsoir. Alors, Universcience fait partie de l'AMSTI. Pourquoi Universcience souhaite, c'est toujours la même question finalement, pourquoi est-ce que votre structure a souhaité s'engager pour les prix Diderot? Bonsoir à tous. D'abord, je représente le président d'Universcience, Bruno Macquart, qui n'a pas pu se joindre à nous ce soir. Donc oui, Universcience rassemble la Cité des sciences et de l'industrie et le Palais de la découverte à Paris. Et puis est une des institutions fondatrices du réseau AMSTI, était dans l'aventure dès le départ du prix Diderot. Et donc c'était tout à fait normal qu'on reste encore aujourd'hui engagé dans ce prix Diderot, et j'espère encore pour de nombreuses années. En tout cas, je suis là pour réaffirmer tout le soutien d'Universcience dans cette belle initiative qui permet de célébrer et de récompenser justement les plus belles initiatives, les initiatives remarquables de l'année qui s'est écoulée. Et comme on a aussi dans nos missions très institutionnelles la mission de la diffusion de la culture scientifique, c'était normal qu'on soit associé, évidemment, partie prenante. Et voilà, et puis en plus j'étais membre du jury, et donc c'était une belle aventure aussi de découvrir ce foisonnement de créativité et tout ce qui se fait dans les territoires, qui est aussi une belle source d'inspiration pour mon quotidien et pour le quotidien de mes collègues aussi à Universcience. Voilà. Très bien, je vous laisse nommer donc la gagnante du prix Diderot Curien de cette année. Alors, les membres du jury sont tombés d'accord pour désigner Gabriel Regula cette année. Merci beaucoup. Je demande aussi à Laetitia de la Sagesse de venir nous voir pour l'entretien. Peut-être avant de commencer ta première question, on peut faire la petite expérience dans la salle, si c'est possible. Parce que sinon, ça va tout... Vous allez rapidement le comprendre. Gabrielle est très pédagogue et... Elle me connaît à peine. Et fait du participatif. Je vais vous demander, si vous êtes d'accord, de fermer vos yeux. Allez, vraiment fermer vos yeux. Et pensez à une personne, un personnage, scientifique, célèbre ou pas. Voilà. Toujours garder les yeux fermés et levez la main si vous avez pensé à un homme. Allez. Maintenant, ouvrez les yeux. Ouais, regardez. Non, restez les mains en l'air. Regardez. C'est pas si mal, vous êtes un super public, parce qu'il n'y en a pas tant que ça finalement. Et maintenant, moi je ne suis pas mentaliste, je ne lis pas dans vos pensées, mais je pense que ceux et celles qui ont pensé à une femme, c'est Marie Curie. C'est vrai? Voilà. Bon, maintenant tu peux poser ta question, je pense. Alors vous êtes la troisième d'une famille de 4 filles. Eh oui. Vous voulez d'abord avoir plutôt un métier pour aider les gens, plutôt dans l'humanitaire, mais vous vous rendez vite compte que la vue du sang, c'est pas trop votre truc, même celle des piqûres finalement. Non, je m'évanouis, direct. Et puis vous tournez vers un métier qui vous permet de partager vos connaissances, vos expériences, voilà, en tant que professeur, et on vous pousse dans le domaine scientifique, parce que vous êtes doué pour ces matières-là.
Ensuite, vous avez pensé à être enseignante parce qu'il y a beaucoup d'enseignantes dans votre famille. Et puis, vous faites de la recherche, vous dites, grâce à un heureux accident. Oui, alors j'ai fait un stage optionnel quand j'étais en Master 1. Je suis toujours curieuse, donc j'ai ouvert la porte. C'était le dernier stage qui restait. Puis figurez-vous que je suis restée. J'ai fait ma thèse à cet endroit-là et puis je suis devenue enseignante, chercheur grâce à ce stage, parce qu'au départ, je voulais juste enseigner dans les lycées. C'est Laetitia Lasagesse qui est à vos côtés, qui a proposé votre nom au prix Diderot Curien. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui vous a touché dans le parcours de Gabrielle? Alors, je travaille à la SAT Sud-Est, donc la Société d'accélération du transfert de technologie. Et le rôle de cette structure est d'identifier les innovations issues des laboratoires de recherche, des universités ou des centres d'établissements de recherche publics, et d'accompagner ces innovations vers le marché. Et pour ma part, je travaille sur toutes les innovations non technologiques. Donc, je m'occupe de valorisation des sciences humaines et sociales. Et à ce titre-là, lorsque est arrivée une déclaration d'invention sur un jeu type jeu de plateau, Pictionary, proposant un quiz faisant découvrir des inventions scientifiques inventées ou non par des femmes. Donc c'est un jeu qui permet de sensibiliser justement au fait qu'il y a beaucoup d'inventions de la vie de tous les jours qui ont été inventées et brevetées par des scientifiques qui ne sont pas des hommes mais des femmes. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré l'équipe d'inventeurs et que j'ai eu le plaisir de faire la connaissance de Gabrielle. Et ce qui m'a beaucoup touchée dans la personnalité de Gabrielle, puisque je rencontre énormément d'enseignants-chercheurs tous les jours, c'est déjà le fait que c'est une enseignante de physique des matériaux, donc de sciences dites dures ou exactes, j'ai entendu tout à l'heure. Humaines, hein. Il y a des sciences humaines et il y a des sciences inhumaines. Je fais partie des sciences inhumaines. Qui, pour le coup, avait proposé une invention non technologique, donc une invention qui faisait partie du panel des innovations que j'accompagnais, moi, au niveau de la SAT Sud-Est, donc de tout ce qui a trait à ce qui n'est pas forcément brevetable et ce qui ne sera pas forcément transféré à un industriel pour arriver sur un marché. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas technologique et que ce n'est pas brevetable et que ça n'a pas de marché a priori, que ça n'a pas moins d'intérêt, bien au contraire. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert toute l'œuvre et l'engagement de Gabrielle, en dehors évidemment de sa fonction d'enseignante-chercheuse, sur la lutte contre les stéréotypes et sur la place des femmes, et voire des jeunes femmes, dans le monde et dans l'univers scientifique. Et je continue à passer du temps avec Gabrielle pour essayer justement de positionner au mieux ce jeu de plateau pour qu'il ait une vie bien en dehors du campus d'Aix-Marseille Université. Et c'est à ce titre-là qu'il m'a semblé intéressant de soumettre la candidature d'une personnalité de cette nature, de ce type, au prix Diderot Curien. Vous aviez la réponse que vous attendiez finalement. Pourquoi? Je m'en doutais un peu. Ce qui me pousse, moi, en fait, à faire ces jeux-là, c'est comme en pédagogie. Ça veut dire on apprend le mieux, comme quand on est enfant, c'est quand on joue. Et quand on sait l'effet des stéréotypes, c'est un petit peu le double effet qui se coule. C'est le premier effet, ça va vous influencer beaucoup sur vos choix d'études. Et puis un deuxième effet qui se coule que j'ai appris, mais il n'y a pas très longtemps, en parlant avec des chercheurs en psychologie cognitive, qui m'ont dit, mais il y a une menace de stéréotypes. C'est-à-dire quand on vous met en situation d'examen et qu'on ne désactive pas le stéréotype comme quoi les femmes, je ne parle pas les blondes, mais les femmes sont mauvaises en maths, par exemple, ben, si on ne désactive pas ce stéréotype-là, eh ben, on va avoir de très mauvaises performances si on compare les jeunes filles et les jeunes garçons, dès que le niveau d'évaluation est élevé. Si le niveau d'évaluation est assez moyen, c'est-à-dire jusqu'en terminale, ça va encore, donc les filles sont encore en tête de classe. Puis dès qu'on dépasse un certain niveau, eh ben les stéréotypes sont là et mangent la mémoire de travail, en gros, et on n'arrive plus à bien travailler. Donc moi, je me suis dit, si je m'attaque à ça, c'est quand même aussi une partie, c'est mon rôle de pédagogue, d'enseigner ça déjà à mes collègues qui sont pas tous au fait de ça, et surtout à mes élèves,
qu'elles sachent que bon, bah, si elles ont une mauvaise note à une évaluation, c'est pas forcément ce qui reflète leur niveau de performance. C'est pas leur niveau vraiment, c'est parce qu'on s'est peut-être mal pris pour les évaluer. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu un peu travailler sur les stéréotypes de genre. On m'a demandé d'ailleurs à Aix-Marseille Université, on m'a dit Gabrielle, est-ce que tu voudrais être référente au niveau sur la composante science de l'inégalité, on va dire, ou de l'inéquité homme-femme actuellement. Et Aix-Marseille Université a mis en place une mission pour justement regarder l'évolution de la répartition dans les différentes filières, tant au niveau de mes collègues que des enseignants. Votre parcours fait de vous un peu la figure de proue d'un mouvement local, mais qui reflète aujourd'hui plus largement le combat des femmes à l'université, mais pas que, parce que vous me parliez aussi d'une vidéo que vous avez vue pour les femmes dans la culture. Oula, oui. Et vous avez certainement des personnes qui vous entourent dans cette pédagogie. Vous parliez de l'université Aix-Marseille. Il y a des gens qui vous entourent. Je sais que vous avez beaucoup travaillé avec une personne de la bibliothèque, par exemple. Oui, Caroline Perron, entre autres. Et d'ailleurs, c'est elle qui m'a poussée aussi à contacter la SAD Sud-Est, que je dois remercier aussi, notamment Laetitia. Oui, qu'est-ce que je devais dire là? Je sais plus. C'était les personnes qui vous ont accompagné. Oui, donc il y a Caroline Perron et une qui est cachée dans l'ombre dans le jeu là qu'on vient de montrer, c'est ma petite sœur, donc Karine Mariani, que je trouve qui a un talent de graphiste fou pour moi, pour mon niveau, et qui nous a beaucoup aidé à illustrer les inventions, entre autres. Et dans les autres personnes, je suis en train de chercher. Ma petite sœur, ça c'est clair. La mission égalité. La mission égalité, ah oui, forcément, parce que j'en ai fait partie 3 ans avec Nolwenn Lécuyer, qui a beaucoup travaillé sur les... Ton mari qui te donne du temps. Oui, alors mon mari, bien sûr. Alors sans mon mari, je ne serais pas là, je ne pourrais pas m'engager comme je m'engage, parce que lui, il est à fond dans tout ce qui est la sphère familiale et l'intendance à la maison. Donc Manfred Regula, s'il n'était pas là, je ne serais pas là non plus. Il y a aussi le milieu associatif, je crois. Oui, beaucoup de milieux associatifs. J'ai appris beaucoup de choses avec les petits débrouillards de Frévalon. J'ai appris beaucoup de choses aussi avec Femmes et Sciences. Il y a des personnes, des adhérentes de Femmes et Sciences qui sont venues dans les congrès. Ça aussi, je voulais en parler. Il n'y a pas que dans la pédagogie, il y a aussi en recherche. S'il y a des personnes qui connaissent des organisateurs de congrès scientifiques, eh ben, il faudrait peut-être songer à mettre une soirée inéquité ou équité homme-femme dans les congrès. Et s'ils organisent, il y a un truc vraiment où on peut mettre un ajustement, c'est quand on invite les personnes, des conférences invitées, invited talks, comme on dit dans le jargon. On peut vraiment choisir les personnes, donc on peut très bien viser l'équité, en tout cas, ou l'égalité, là vraiment au sens mathématique, c'est-à-dire avoir le même nombre de conférencières que de conférenciers longue durée, c'est-à-dire de 3/4 d'heure à 1 heure. Ça, on peut vraiment ajuster ce temps-là. Et si possible, dans le programme, mettre une soirée où on discute de tout ce qu'on peut mettre en place pour essayer d'améliorer la situation et que dans ces congrès, il y ait beaucoup plus de femmes qui puissent venir et assister à ces congrès. En organisant ça, moi, je me suis rendu compte que lorsque je demandais à des collègues de faire une conf invitée, par exemple, on me disait « Ah ben oui, Gabrielle, attends, il faut que je regarde si je suis libre, il faut que je me libère, je te réponds dans 1 semaine. » Et si je dis ça à un collègue masculin, il me dit tout de suite « Ah Gabrielle, ouais, pas de problème, de quel sujet tu veux que je te parle ?» Vous voyez, il y a une différence énorme de réponses. Et ça, tant qu'on n'aura pas fait évoluer les aides, je dirais, ou l'aide des femmes dans le niveau de sphère familiale, on n'y arrivera pas, quoi, ça c'est sûr. Et je pense qu'il ne faut surtout pas culpabiliser les hommes. Peut-être que je suis en train de faire ça, mais ce n'est pas ce que je veux faire. Ce n'est pas de vous culpabiliser, mais au contraire de donner confiance aux femmes, de leur montrer des modèles féminins, à travers ce jeu, par exemple. Grâce au jeu. Grâce au jeu, en s'amusant, vraiment, ils vont prendre conscience qu'il n'y a pas que les prix Nobel dans la vie, il y a d'autres inventrices qui font des objets de la vie quotidienne. Savez-vous que ce sont des femmes qui ont inventé les essuie-glaces, le clignotant, le chauffage dans la voiture? Ça, ce sont toutes des femmes. J'ai oublié les noms, mais je peux vous les dire, c'est dans le jeu. Et ça, on ne le sait pas. Donc, il y a des objets de la vie de tous les jours. Beaucoup de femmes ont inventé. Et on ne regarde que les prix Nobel, donc Marie Curie, entre autres, qui revient à toutes les sauces, son nom est donné à des amphis, des écoles, des universités. Mais il y a beaucoup d'arbres derrière la forêt. Et c'était ma dernière question, justement. Vous parliez du jeu et de la pédagogie dont il faut œuvrer un peu pour lutter contre ces stéréotypes, mais sans culpabiliser. Quels sont les partenaires dont vous avez besoin maintenant pour pouvoir... Ça, c'est une question pour toi, Laetitia. Pour pouvoir développer ce jeu? Alors là, on est en train de créer un prototype du jeu, justement, pour avoir un démonstrateur qui nous permette d'intéresser le monde de l'édition, notamment, pour essayer de diffuser le plus largement possible le jeu, de lui trouver un modèle économique, comme on dit dans notre jargon,
Et au passage, bien évidemment, on va créer de la propriété intellectuelle en déposant un nom de marque. Donc j'espère que vous trouverez bientôt le jeu Eurécatrice dans toutes les bonnes boutiques, et en déposant également un titre de dessin et modèle auprès de l'Institut national de propriété industrielle. Donc on travaille à ce que ce jeu sorte du bois le plus rapidement possible. Je peux ajouter juste un petit mot. Pour la petite histoire, mon père était professeur de mathématiques. Bon, il est décédé il y a 2 ans. Il a passé toute sa vie à travailler à Marseille, donc dans le lycée Diderot. Ça ne s'invente pas. Merci beaucoup. C'est donc la fin de la cérémonie de remise des prix Diderot. Je demanderai à tous les partenaires ainsi que tous les lauréats à remonter sur scène pour la traditionnelle photo. Voilà, il me reste à vous remercier d'être venus nombreux ce soir, et on vous invite à un cocktail. L'AMSTI vous invite à un cocktail où vous pourrez continuer à échanger avec les lauréats et les partenaires. Merci beaucoup.